Bonjour, je m'appelle Mathieu Oulès, je suis médecin gériatre au CHU de Toulouse. Je travaille essentiellement dans le service de cardio-gériatrie et donc je suis aujourd'hui présent pour vous parler de fragilité, du syndrome de fragilité et de l'évaluation gériatrique, qui sont des éléments, notamment l'évaluation gériatrique, qui est la base de notre spécialité. Une première chose est importante, qui est très importante à retenir, c'est que l'âge ne définit pas une personne, notamment quand il s'agit des personnes âgées. C'est extrêmement important de comprendre, extrêmement important de bien avoir cela en tête parce que, comme vous le voyez sur la diapositive, mettons que tous ces patients, toutes ces personnes ont 85 ans, et bien à 85 ans ou à 90 ans, on peut être grabataire au fond d'un lit dans une unité de soins de longue durée parce qu'on a parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé qui font qu'on a perdu énormément d'autonomie, mais on peut aussi être extrêmement en forme et faire beaucoup d'activités physiques, hein. La doyenne du marathon de New York à 93 ans. Donc l'âge n'est rien, hein, l'âge n'est quasiment rien. Ce qui est important, c'est l'état de santé de la personne. Et c'est ça qui va être important, c'est que pour pouvoir du coup savoir à quel type de personne âgée on a affaire, il va falloir bien l'évaluer pour comprendre qui elle est. Si elle est plutôt la personne au fond du lit en USLD ou si elle est plutôt celui qui fait une activité physique régulière. Donc ça va être important d'essayer de savoir ça parce que on ne va pas soigner et vous n'allez pas prendre en charge de la même manière la personne qui est en USLD que la personne qui vit toute seule à la maison et qui fait une activité physique régulière. Et donc pour ça, en fait, on doit parler effectivement des processus d'évolution. En fait, quand la plupart des adultes sont tous autonomes, et quand on avance en âge, parfois, ou même quand on est plus jeune, on peut par exemple faire un AVC, comme l'illustre le scanner, l'image scanographique que vous voyez. Cet AVC est responsable d'une hémiplégie. L'hémiplégie, malheureusement, ne récupère pas, et donc vous étiez autonome, vous avez fait un AVC et vous allez rester dépendant. Ça, c'est un processus d'entrée dans la dépendance qui est un processus brutal. Mais en fait, avec le temps qui a passé depuis les années 20, et surtout depuis les années 90, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui entraient progressivement dans l'indépendance. Et ces personnes, donc ça c'est un type d'entrée dans l'indépendance qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand on entre dans l'indépendance de manière progressive, c'est souvent lié en fait à de multiples choses. Mais pour vous illustrer un petit peu le propos, je ne vais m'en tenir qu'à un élément, c'est-à-dire le muscle. Quand on avance en âge, de manière normale, les fibres musculaires changent, hein. Les fibres rouges deviennent moins importantes. Il y a un infiltrat de graisse qui se fait dans le muscle. Donc ça, ce sont des changements physiopathologiques. Ces changements physiopathologiques entraînent une déficience. Vu qu'il y a plus de graisse, moins de fibres rouges dans le muscle, le muscle, la fonction du muscle est moins bonne. Donc on a une moins bonne force musculaire. Ça, c'est la déficience. Cette déficience, cette moins bonne force musculaire, bien sûr, retentit sur les capacités fonctionnelles de la personne. Si le muscle marche moins bien, là où avant on arrivait à marcher 5 km sans difficulté, petit à petit on va en marcher que 4, puis que 3, puis que 2 km. Et puis, si les choses continuent de s'aggraver, on va devenir dépendant à la marche, hein. Et donc ça, c'est une manière progressive d'entrer dans la dépendance en ne regardant que le muscle. Bien entendu, pour nos patients,
C'est tout un ensemble de choses qui font qu'ils peuvent entrer dans la dépendance de cette manière. Mais cette entrée dans la dépendance est potentiellement réversible. On va en reparler et c'est un petit peu l'intérêt du cours aujourd'hui, mais également ça fait partie des choses un petit peu enthousiasmantes que l'on fait dans notre spécialité. Donc, ce qui est important, et je le dis et je le redis, c'est que pour un âge donné, on ne doit pas se fier à l'âge, comme avec les adultes jeunes. Quand on parle de sujets âgés, on doit évaluer ces personnes, on doit se fier à leur âge, à leurs antécédents, mais aussi à une évaluation globale. Parce que ce n'est pas non plus parce qu'on a 90 ans et qu'on a énormément d'antécédents médicaux qu'on est obligé d'être malade. On peut avoir beaucoup d'antécédents médicaux, mais arriver à continuer à vivre une vie parfaitement normale, contrairement à peut-être la dame ici qui vit à l'USLD et qui peut-être a pour seul antécédent médical le fait d'avoir un AVC et d'être hémiplégique. Alors que ce patient qui fait de la course à pied, il est peut-être hypertendu, insuffisant rénal, avec de la goutte, avec de l'arthrose, mais il arrive toujours à se débrouiller. Et donc ce n'est pas la longueur des antécédents ni l'âge qui définissent qui est une personne âgée. Et donc c'est pour ça qu'en tant que professionnel de santé, nous devons essayer d'évaluer le plus finement possible ces patients pour leur proposer des soins qui soient adaptés. Donc en fait, ce qui se passe du coup, c'est qu'on définit les patients âgés en 3 populations. La population la plus fréquente, ce sont les personnes âgées robustes, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un vieillissement actif, qui continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, ils sont parfaitement autonomes, ils vivent à domicile, ils n'ont pas besoin d'aide. Ce sont les patients qui représentent la majorité des personnes âgées au domicile. Le peu que vous voyez dans les services hospitaliers, ce n'est que 10% de l'ensemble des personnes âgées. Ce sont les gens les plus malades que vous voyez. Et donc, il ne faut pas se dire que vieillir, c'est être malade. Ça n'est pas vrai. La plupart des personnes âgées vont bien, elles vivent à la maison et elles n'ont pas de soucis. L'autre catégorie, donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fragiles. On considère que après 70 ans, il y a entre 20 et 30% des personnes qui sont fragiles, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont autonomes, qui vivent à domicile, mais qui ont une diminution de leurs réserves fonctionnelles. Cette diminution des réserves fonctionnelles fait que ce sont des gens qui sont à risque d'entrer dans la dépendance. Et donc nous, c'est cette population qui va nous intéresser parce que on sait que si on fait des actions de prévention pour aider ces patients à réaugmenter leurs réserves fonctionnelles, on va, par ce moyen, diminuer le risque d'entrer dans la dépendance de ces patients. Et donc cette population nous intéresse pour pouvoir cibler des actions sur eux. Comme je vous le disais, la dernière population, ce sont les patients âgés qui ont un vieillissement pathologique, c'est-à-dire un vieillissement qui entraîne de la dépendance. Et donc ça, ce ne sont que 10% des patients âgés. Ces gens vivent de plus en plus à domicile, mais également en EHPAD ou en USLD, unité de soins de longue durée. Les USLD, c'est un petit peu comme un EHPAD, mais un peu plus médicalisé pour des patients plus lourds. Donc du coup, la fragilité, c'est quoi? Donc, la fragilité, il faut savoir que les médecins, nous sommes un petit peu compliqués et nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur sur une définition opérationnelle de la fragilité. Donc la seule chose sur laquelle on arrive à se mettre d'accord, c'est sur cette définition qui n'est pas une définition qu'on utilise tous les jours, parce que c'est une définition intellectuelle, mais qui permet quand même de comprendre ce que c'est. Donc la fragilité est un état de vulnérabilité à un stress,
Donc, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on est vulnérable à un stress. C'est-à-dire que s'il y a un stress qui arrive, ça va mal se passer. Cet état de vulnérabilité à un stress est secondaire à de multiples déficiences de système qui conduisent à une diminution des réserves physiologiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'illustration de la diminution de la force musculaire. On a une altération physiopathologique du muscle, plus d'infiltration graisseuse, moins de fibres rouges qui fonctionnent. Ça entraîne du coup une diminution de la force musculaire, une diminution bien sûr ensuite des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire notamment de la vitesse de marche, de la distance que l'on peut marcher, et du coup ça représente une diminution des réserves physiologiques. Et ça marche pareil avec d'autres organes, avec les yeux, avec les oreilles, avec le cœur, avec les poumons. Ça marche un petit peu avec tous les grands systèmes. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est ça qui est important, c'est que ces patients qui sont fragiles, ils ressemblent en tout point aux robustes. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, ils ont souvent très peu de troubles cognitifs, parfois un petit peu isolés. Souvent, quand même, on voit que ce sont des patients qui ont quand même beaucoup de comorbidités, qui ont de gros antécédents. Ils ne sont pas dépendants, ils vivent à domicile, mais par contre, ils sont à haut risque d'entrer dans la dépendance et notamment à haut risque, bien sûr, de ce qu'on appelle des événements péjoratifs, c'est-à-dire des hospitalisations, de chutes, d'entrée en institution. Ils ont bien sûr un risque de mortalité qui est augmenté par rapport à des non fragiles, en tout cas par rapport à des robustes. Et voilà. À Toulouse, donc on utilise un outil de repérage de la fragilité. Donc c'est un outil de dépistage qui s'adresse à des patients âgés de 65 ans et plus. Et en fait, on leur pose 5 questions. Est-ce que la personne vit seule? Oui ou non? Est-ce que le patient a perdu du poids au cours des 3 derniers mois? Oui, non. Est-ce qu'il se sent plus fatigué? Est-ce qu'il a plus de difficultés à se déplacer? Est-ce qu'il se plaint de sa mémoire? Est-ce qu'il a une vitesse de marche ralentie? Donc, toutes ces questions, en fait, vous le voyez, font un petit peu. Il suffit de répondre oui à une de ces questions pour qu'on se voit, pour se faire proposer un dépistage, une évaluation de fragilité plus précise, parce que si le patient, vous comprenez aisément que si un patient il vit seul, il est âgé, il vit seul à la maison, eh bien, il est plus à risque d'avoir des difficultés dans sa vie que celui qui vit avec son épouse qui a 20 ans de moins et qui est parfaitement en forme. Voilà. Est-ce qu'il a perdu du poids? C'est pour rechercher une dénutrition qui pourrait être le signe d'une maladie sous-jacente. Est-ce qu'il se sent plus fatigué? C'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il a plus de difficultés à se déplacer? On regarde en fait là les performances fonctionnelles. Est-ce qu'il se plaint de la mémoire? On regarde le risque. Ça permet d'explorer le risque de maladie de la mémoire. Et la vitesse de marche, c'est pareil, c'est les performances fonctionnelles. Donc ça, c'est un outil qui est assez diffusé dans la région et que vous risquez de rencontrer. Pour illustrer un petit peu le propos du fait que les patients fragiles ressemblent aux autres, c'est qu'on va se dire que cette photo représente le club du 3e âge de Balma. Ce club du 3e âge, ils ont tendance à faire des activités physiques tous ensemble. Et notamment, ils jouent au foot. Ils jouent au foot ensemble de temps en temps. Parmi ces personnes, qui ont toutes plus de 80 ans et qui sont quand même plutôt en forme, vu qu'elles vont au club du 3e âge faire du foot ensemble, eh bien, il y en a qui sont fragiles. Mais bien sûr, si on les regarde que comme ça, on ne va pas pouvoir savoir qui est fragile. Il se trouve qu'en jouant, il y a Georgette à droite et Martine à gauche qui se sont rentrées dedans et elles sont tombées toutes les deux. Il se trouve que Martine et Georgette, elles ont le même âge, elles ont 78 ans, elles n'ont qu'un seul antécédent, l'hypertension, et toutes les deux, eh bien, elles sont en forme, elles vivent à domicile. En tombant, lors de cette partie de foot endiablée, elles se sont toutes les deux fracturées le bassin. Martine, elle, eh bien, du coup, elle a été hospitalisée, elle est allée aux urgences, elle y a passé 48 heures, et puis
Ensuite, elle est passée dans un service de médecine où elle a rapidement pu être mise au fauteuil, puis reprendre la marche. Et donc, une semaine plus tard, elle est rentrée chez elle sans aide parce qu'elle avait pu récupérer la marche, bien tolérer les médicaments contre la douleur, et elle est tranquille. Georgette, par contre, elle, eh bien, sur la fracture du bassin, elle a fait une rétention d'urine qui a favorisé une confusion. À cause de cette confusion, elle a à nouveau chuté ensuite au cours de son hospitalisation. Elle a également eu une infection pulmonaire qui l'a fatiguée. Elle est partie en SSR, mais malgré tout ça, et à cause de toute cette fatigue, elle est ressortie du SSR avec une perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie était telle qu'elle a dû à terme entrer en maison de retraite. Donc qu'est-ce qui faisait la différence entre Martine et Georgette? Eh bien, c'est que Georgette, elle était fragile. Elle était fragile, elle avait donc moins de réserves fonctionnelles. Et vu qu'elle avait moins de réserves fonctionnelles, cette dame, face à la survenue d'un stress, la fracture du bassin, eh bien, elle a fait des complications qui ont fait qu'elle est devenue dépendante. Notre travail, c'est de savoir identifier les fragiles comme Georgette pour pouvoir leur proposer des interventions avant qu'arrive un événement stressant, pour pouvoir les faire rebasculer dans le camp des robustes. On voit bien là, ce diagramme de 1996 qui pose les bases du syndrome de fragilité et notamment de sa réversibilité. Parce que on sait que, et ça a été bien démontré, qu'un patient fragile, le syndrome de fragilité est réversible. Par contre, une fois qu'un patient âgé est devenu dépendant, dans la majorité des cas, une fois que le patient âgé est devenu dépendant, et le patient âgé fragile est devenu dépendant, eh bien c'est irréversible, les patients n'ont plus la force de revenir dans le camp des gens autonomes et fragiles. Donc notre travail est de faire que ces patients que l'on identifie comme fragiles, de leur proposer des stratégies de prise en charge nutritionnelle, d'activité physique, sur le moral, sur le social, pour essayer, en fonction de l'évaluation qu'on a faite, eh bien on va leur proposer des stratégies pour essayer de rebasculer dans le camp des robustes. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, on a fait faire un dépistage de fragilité à l'ensemble des patients du club de troisième âge et que, eh bien, il y avait aussi 3 messieurs qui étaient des patients fragiles. Ils n'étaient pas tous robustes comme on aurait pu le penser initialement en pensant qu'on était dans un club du troisième âge qui fait de l'activité physique. Donc encore une fois, être fragile, ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ne se voit pas sur la pancarte, ça ne se voit pas avec les yeux, quoique il faut évaluer les patients. Pour continuer à vous parler de fragilité, il faut que vous connaissiez au moins de nom cette définition de la fragilité. Cette définition de la fragilité, selon Fried, donc en fait c'est Linda Fried, qui est une gériatre américaine mondialement connue, a théorisé une vision de la fragilité qu'on appelle la fragilité physique. Vous comprendrez après pourquoi je dis que c'est une vision de la fragilité. Mais cette vision est intéressante, je vous en parle parce que d'une part Linda Fried est la star mondiale de la fragilité, d'autre part elle permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc pour Linda Fried, en fait, la fragilité, elle a construit cette définition grâce à des études rétrospectives. Pour Linda Fried, pour identifier les patients fragiles, on doit regarder 5 critères. Et ce sont des critères qui sont essentiellement physiques. Donc c'est est-ce que le patient a une perte de poids? Est-ce que le patient se sent fatigué? Quel est le niveau d'activité physique du patient? Donc en gros, est-ce qu'il est sédentaire ou est-ce qu'il est très actif physiquement? Quelle est sa vitesse de marche?
et quelle est sa force du poignet. On évalue la force du poignet, le grip strength, avec un dynamomètre manuel, donc c'est une espèce de poignée qu'on serre très fort et on voit la puissance que la personne arrive à développer. Si le patient a plus de 3 critères ou plus, il est considéré comme étant fragile. S'il a que 1 ou 2 critères, il est pré-fragile, pre-frail, comme c'est indiqué en anglais sur la diapositive. Et bien sûr, 0, le patient n'est pas fragile, il est robuste. Donc cette échelle, elle est à Toulouse, nous on voit les choses de manière un petit peu différente, on ne regarde pas les choses uniquement du point de vue physique, on regarde l'ensemble de l'évaluation gérontologique du patient, j'y reviendrai après. Mais c'est important parce que cette définition est importante parce qu'elle permet un petit peu de mieux comprendre le cercle vicieux dans lequel les patients fragiles se trouvent. Donc elle a également bien sûr modélisé ce cercle vicieux, le docteur Fried, de cette manière. Et en fait, comme je le disais, on peut partir par exemple de la sarcopénie. Vous pouvez, donc si on part de la sarcopénie, donc c'est la diminution de masse et de force musculaire, ça peut arriver chez les patients âgés. Ça peut arriver du fait du vieillissement. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on vieillit de manière naturelle, on a une diminution des fibres rouges musculaires, une augmentation du nombre de la masse grasse dans le muscle, ce qui entraîne une sarcopénie. Si on rajoute à cela, par exemple, le fait d'avoir fait une gastro et de ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours, ou d'avoir fait une infection pulmonaire et d'avoir été fatigué, d'avoir moins bien mangé, eh bien, vu qu'on a moins bien mangé, qu'on a été malade, ou qu'on a une insuffisance cardiaque qui fait que les muscles fonctionnent moins bien, eh bien, on aura une diminution de masse et de force musculaire. Donc diminution sarcopénie, diminution de la force musculaire, donc apparition d'une lenteur. Si on est plus lent, on aura tendance à être de moins en moins actif. Et donc, si on est de moins en moins actif, on diminue notre dépense énergétique. Si on diminue notre dépense énergétique, on aura tendance à moins manger. Et si on mange moins, eh bien, on va aggraver la sarcopénie. Parce que s'ajoute à cela le fait que quand on avance en âge, on a tendance à avoir de moins en moins faim, et en tout cas quand il nous arrive un événement aigu, on récupère moins bien la faim que quand on est jeune. Et donc vous voyez que cette dénutrition va entraîner de la sarcopénie de la baisse de la force musculaire, et ce cercle s'auto-entretient. Et donc notre travail, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les patients à sortir de ce cercle vicieux. S'il y a surtout de la sarcopénie, eh bien peut-être ça va être un travail d'activité physique, de force musculaire. Si le problème c'est la dénutrition, eh bien, il va falloir essayer de comprendre pourquoi le patient est dénutri. Est-ce qu'il a une maladie qui fait qu'il a plus faim? Est-ce qu'il a des troubles cognitifs qui font qu'il n'est pas capable de s'alimenter? Est-ce qu'il a des problèmes dentaires qui font qu'il n'est pas capable de s'alimenter correctement? Et donc on va traiter la dénutrition pour pouvoir aider à ce que les muscles fonctionnent mieux. Hein, donc ce cercle vicieux, c'est ce cercle vicieux qu'on va essayer de casser. Comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente, quand on parle de fragilité, et notamment Linda Fried, et elle a raison, on parle beaucoup de performance physique. Les performances physiques, les performances fonctionnelles sont importantes parce qu'elles permettent de refléter l'état musculaire du patient. Et globalement, on sait que les performances fonctionnelles reflètent énormément l'état de santé global d'un patient. Pour mesurer les performances physiques, les performances fonctionnelles, on aura tendance à utiliser plusieurs types de tests. Donc vous verrez, je vous parlerai au cours de ce cours plusieurs fois de différents tests pour évaluer les performances physiques.
Euh, voilà, il faut savoir qu'ils existent pour pouvoir se repérer dedans. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que les performances physiques sont un très bon reflet de l'état général des patients. Le test de performance physique que j'aime beaucoup personnellement, c'est celui de la vitesse de marche. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer la vitesse de marche d'un patient sur 4 mètres. Donc le patient il est à l'hôpital ou il est en consultation et on va le faire marcher à allure normale sur 4 mètres. Si le patient met plus de 4 secondes pour faire 4 mètres ou plus de 5 secondes pour faire 4 mètres, il aura une vitesse de marche lente, c'est-à-dire plus de 5 secondes pour faire 4 mètres, c'est moins de 0,8 mètres par seconde. Et on sait que ce seuil de 0,8 mètres par seconde, voire 1 mètre par seconde, expose les patients qui l'ont à développer une perte d'autonomie. Ils ont 4 fois plus de risques d'avoir une perte d'autonomie dans les 5 années à venir que les gens qui ont une vitesse de marche supérieure, une vitesse de marche bonne. 3 fois plus de risques de développer des troubles cognitifs, une mortalité à 4 ans qui est multiplié par 2, un risque d'entrée en en EHPAD multiplié par 2, un risque d'hospitalisation dans l'année multiplié par 1,5. Donc comme je vous disais, la vitesse de marche, qui est un test de performance physique, est quelque chose qui reflète l'état de santé du patient. En effet, on voit que quand dans les études, si la vitesse de marche est lente, ça prédit des événements péjoratifs, ça prédit la survenue d'une perte d'autonomie, la mortalité, le risque d'hospitalisation ou d'entrée en institution. Donc ce test de performance physique est important et moi je l'aime bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement, on peut le faire à l'œil. Moi je vous avoue que maintenant je ne chronomètre plus les patients, j'ai dans l'œil ce que représente une vitesse de marche de 1 mètre par seconde et je pense que vous aussi allez pouvoir facilement le faire. Et je vais vous expliquer comment. En fait, en France, les passages, la traversée d'un passage piéton pendant que le petit bonhomme est vert a été réglée pour que les gens puissent traverser avec une vitesse de marche de 1 mètre par seconde. Ce qui veut dire que les personnes qui n'arrivent pas à traverser un passage piéton tant que le petit bonhomme est vert marchent à moins d'1 mètre par seconde. Donc je vous encourage donc à aller vous poster dans votre quartier, dans un endroit où il y a plein de personnes âgées. Vous restez pendant 1 heure ou 2 devant le passage piéton et vous regardez les gens âgés qui traversent et vous verrez, il y en a toujours qui n'arrivent pas à traverser tant que le petit bonhomme est vert. Eh bien ces gens ont une vitesse de marche à moins d'1 mètre par seconde. Ce sont des patients qui sont donc probablement fragiles. Voilà. Donc ça c'est la petite technique pour pouvoir se mettre dans l'œil la vitesse de 1 mètre par seconde. Et vous verrez que vous ne regarderez plus les personnes âgées dans la rue de la même façon. Parce que vous pourrez deviner juste à l'œil, et vous pourrez dire juste à l'œil qu'ils sont probablement fragiles. Comme je vous le disais tout à l'heure, la fragilité, en fait, ça reste de la gériatrie. Le concept de fragilité, ça reste de la gériatrie. Et à Toulouse, contrairement donc à notre consoeur américaine, le Dr Fried, nous défendons une vision un petit peu plus globale de la fragilité. Linda Fried, pour elle, c'est surtout la fragilité, c'est surtout le domaine physique. Pour nous, à Toulouse, nous avons tendance à penser que, à considérer que, eh bien, c'est le reste. Il y a également d'autres domaines que l'on doit prendre en compte, et notamment la nutrition, le sensoriel. Pourquoi? Parce que si on n'y voit pas, qu'on a une DMLA et qu'elle n'est pas traitée, et bien forcément, quand on est âgé, la vie va être plus difficile que si on y voyait bien. Le cognitif,
Pareil, si on a des troubles cognitifs, la vie autonome va devenir plus difficile. Donc c'est important d'évaluer les patients d'un point de vue cognitif et également le côté psychologique. Plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir des problèmes, des troubles de l'humeur et graves. Donc il faut évaluer les patients de ce point de vue-là et également le côté social. Hein, une personne âgée de 80 ans qui fait une gastroentérite mais qui habite seul, qui n'a pas de famille à proximité, le patient, le temps qu'il a la gastro, il ne va pas bien manger, il sera fatigué, il va risquer de tomber tout seul parce qu'il sera quand même obligé de se lever pour aller aux toilettes, et il va ressortir de sa gastro-entérite probablement très affaibli. Alors que celui qui vit avec son épouse ou avec ses enfants à proximité, qui vont venir s'occuper de lui, qui vont lui faire les repas, qui vont l'aider à se déplacer quand ils sont fatigués, et bien ce patient, pour une gastro-entérite, il en ressortira de cette gastro-entérite, même si c'était la même, beaucoup moins fatigué. Et donc, nous considérons que quand on voit un patient âgé, fragile, il faut l'évaluer dans tous ces domaines pour pouvoir notamment lui proposer de l'aide si on identifie des difficultés dans ces autres domaines. Maintenant, nous allons pouvoir un petit peu illustrer, et je vais également vous illustrer un petit peu à quoi peut nous servir la fragilité dans le cadre d'une utilisation quotidienne, c'est celle du cancer, celle de la prise en charge des cancers. Le cancer et son traitement représentent un stress. Et donc si ça intervient chez un patient fragile, il y a un risque élevé que ce patient fragile devienne dépendant. Donc, de plus en plus, gériatres et oncologues travaillons ensemble pour pouvoir aider les gériatres. Nous aidons nos collègues oncologues à identifier les patients, est-ce qu'ils sont robustes, est-ce qu'ils sont fragiles, pour pouvoir les aider à proposer des traitements adaptés. Pourquoi? Parce que si on donne le traitement A à un patient fragile, qui va être un traitement lourd, puissant, mais très efficace, ça risque d'être trop difficile pour lui et il risque de devenir dépendant. Alors que si on lui avait donné le traitement B, qui est un traitement beaucoup plus léger, le patient aurait bien supporté le traitement et pu rester autonome. Hein, c'est une autre manière de dire cela, c'est de dire on a un patient si on a un patient qui est robuste et qu'on va lui donner, qu'on va le traiter avec un nouveau traitement. Ce nouveau traitement, il est hyper efficace, mais par contre, il est un peu fort, donc il risque de fatiguer un peu le patient. Si ce nouveau traitement, il est plus efficace, mais un peu plus lourd, ce traitement, on le donne à un patient robuste, un patient qui est donc parfaitement en forme. Et bien ce nouveau traitement, par rapport au traitement normal, va faire gagner 20 jours de vie indépendante par rapport au traitement habituel. Donc ça c'est bien, c'est un progrès pour le patient. Hein. Nous, vous savez, ce qu'on cherche, ce n'est pas à faire vivre les gens plus longtemps, mais c'est les faire vivre plus longtemps de manière indépendante, autonome. Par contre, si ce nouveau traitement du cancer, qui est plus fort, qui marche mieux sur la tumeur, on le donne à un patient fragile, ce patient qui a moins de réserve fonctionnelle, il va moins bien supporter le traitement, et peut-être qu'au lieu de l'avoir amélioré le patient, on va lui faire perdre 40 jours de vie indépendante, alors que par rapport à si on lui avait donné le traitement habituel. Donc il est bien sûr, c'est du coup très important d'évaluer les patients avant de leur donner des traitements. Et je dis un petit peu la même chose on utilise également la fragilité dans de plus en plus d'applications. Moi, dans ma vie professionnelle de tous les jours, donc c'est-à-dire dans un service de cardio-gériatrie, je travaille avec des collègues cardiologues et nous discutons toutes les semaines. J'évalue des patients avec l'infirmière de l'équipe conduite de gériatrie pour aider les cardiologues
à décider si oui ou non le patient qui a un rétrécissement aortique, vous savez la valve aortique quand elle vieillit peut avoir tendance à se resserrer, ce qui donne de l'insuffisance cardiaque grave et qui tue énormément de patients âgés, et bien dorénavant les patients, donc le traitement de ce rétrécissement aortique c'est de changer la valve aortique. Autrefois, la seule manière que l'on avait de traiter chirurgicalement cette valve, c'était par une chirurgie conventionnelle. Maintenant, les cardiologues ont inventé de nouvelles techniques, comme le TAVI, qui permettent de changer la valve en faisant comme une coronarographie. C'est quand même beaucoup plus léger, on n'a pas besoin d'ouvrir le thorax des patients. Mais du coup, nous intervenons en tant que gériatre pour évaluer les patients et dire aux collègues cardiologues et chirurgiens cardiaques est-ce que le patient est robuste, est-ce qu'il est fragile ou est-ce qu'il est dépendant. Et donc on les aide à prendre la décision de quel type de technique va être utilisé pour remplacer la valve, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire du tout parce que le patient est dépendant ou extrêmement fragile. Voilà, donc cette évaluation de fragilité est quelque chose que l'on utilise tous les jours dans beaucoup de domaines parce que ça aide à bien voir à quel type de personne âgée nous faisons face et donc ça nous aide à lui proposer la meilleure stratégie de prise en charge de ces pathologies. Comme je vous le montrais tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple donc de la sarcopénie, c'est-à-dire que quand on avance en âge, eh bien, on a de moins en moins de fibres rouges musculaires, une infiltration graisseuse. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des coupes scanner de cuisses. Donc vous voyez à gauche ma cuisse il y a quelques années, avec beaucoup de muscles, pas beaucoup de gras, vous voyez, vraiment je suis très très musclé. Vous voyez à droite celle d'un patient de 85 ans où eh bien, on voit l'os en blanc bien au milieu et beaucoup moins de muscles qui est gris, clair, et beaucoup plus de matière grasse qui est en gris foncé. Donc ça vous montre un petit peu ce qui se passe quand on avance en âge. Et donc une des manières bien entendu de lutter contre ça, c'est de faire de l'activité physique parce que voilà, la sarcopénie touche tous les types de populations. Ce n'est pas un problème d'Européens uniquement, c'est les hommes et les femmes de toute nationalité et de toute voilà. Pour vous donner un exemple, il a été montré que aux États-Unis, les coûts générés par la sarcopénie, les coûts de santé générés par la sarcopénie étaient de 18 milliards de dollars. C'est plus que le coût des fractures ostéoporotiques. Bon, il se trouve que vous n'entendez pas parler de la sarcopénie dans vos études, à part avec des gériatres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas très intéressant, c'est pas très vendeur comme type de pathologie, comme type d'évolution en tout cas des patients, parce que nous n'avons pas à l'heure actuelle de médicaments qui permettent de lutter contre la sarcopénie, contrairement à l'ostéoporose, où il y a des médicaments et donc des laboratoires qui font de la publicité sur la maladie, mais ce qui peut se comprendre vu qu'ils ont des moyens de la traiter. Nous, la sarcopénie, à l'heure actuelle, le discours des gériatres, et c'est ça qui n'est pas forcément très vendeur, c'est de dire qu'il faut faire de l'activité physique. Donc il y a des gens avec qui ça marche très bien, et il y a beaucoup d'autres personnes avec qui dire qu'il faut faire de l'activité physique, ça marche pas trop. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'en entendez pas trop parler. Je passe sur les prochaines diapositives, et notamment je reviens sur le fait que les limitations fonctionnelles, notamment la sarcopénie, entraîne une déficience de force musculaire qui entraîne des limitations fonctionnelles. Et donc ces limitations fonctionnelles peuvent être évaluées par différents tests, les tests de marche sur 6 mètres, sur 4 mètres, le test de marche de 6 minutes qui est souvent utilisé par les pneumologues et les cardiologues, le SPPB, le Short Physical Performance Battery, je vous en parlerai après, le test des escaliers, en gros est-ce que les patients arrivent à monter les escaliers ou pas,
euh, le grip test, donc ça c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure avec un dynamomètre, et le chair stand test, c'est en gros se lever 5 fois d'une chaise. Je vous en reparlerai également tout à l'heure. On aborde maintenant, euh, un point qui est important, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, savoir si un patient est fragile ou pas, c'est en fait évaluer ce patient de manière globale. Je l'ai dit et je le redis, je me répète beaucoup, mais c'est important. L'âge d'un patient n'est rien pour savoir qui il est réellement. À 85 ans, on peut être parfaitement autonome, faire du ski, ou on peut être aussi dépendant et, et être déplacé par sa famille en fauteuil roulant. Donc pour pouvoir identifier, connaître nos patients et leur proposer des soins réellement adaptés à leur état de santé, eh bien on fait ce qu'on appelle une évaluation gérontologique standardisée. En gros, ça veut dire que nous évaluons, nous évaluons nos patients de manière globale. Le GS, donc c'est une procédure diagnostique, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un diagnostic multidimensionnel, donc comme je vous l'ai dit, cognitif, nutritionnel, chimique, fonctionnel, social, pluridisciplinaire. Donc ça veut dire que nous, toute une équipe, notamment à l'hôpital, travaille à évaluer les patients, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le médecin seul, c'est pas l'infirmière seule, c'est le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, l'assistante sociale, la diététicienne, la psychologue, l'orthophoniste, la kiné, qui vont tous faire le point sur le patient, faire un diagnostic euh, de son état de santé. Et c'est souvent effectivement le médecin qui fait la synthèse, mais c'est tout le monde qui participe. Et donc cette évaluation gérontologique standardisée permet d'identifier l'ensemble des problèmes médicaux, fonctionnels, psychologiques, sociaux des patients âgés. Et en faisant ce point, en connaissant bien qui est le patient de manière globale, ça va permettre d'établir un projet de prise en charge à court, moyen et long terme. Parce que si on fait bien le point et qu'on connaît bien le patient, on va pouvoir lui proposer des choses adaptées. C'est quelque chose qui est très important. Comme je dis toujours à mes collègues cardiologues, c'est que il faut bien évaluer les patients parce que par exemple quand un collègue cardiologue veut réfléchir à changer une valve cardiaque à un patient, c'est un petit peu comme s'il voulait changer une pièce d'un moteur. Eh bien, si dans le moteur il n'y a pas d'essence, c'est-à-dire que le patient ne mange pas, eh bien, on aura beau changer la pièce du moteur, s'il n'y a pas d'essence, la voiture ne va pas avancer. Donc si on change la valve cardiaque à un patient qui ne mange pas, eh bien, le patient en tout cas n'ira pas mieux, la valve peut-être ira bien, mais le patient lui n'ira pas mieux et il va mourir quand même, sauf qu'en plus il aura eu un changement de valve cardiaque, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc l'idée c'est de dire que pour tous les patients âgés, vu qu'ils ont que l'âge ne permet pas de dire réellement qui ils sont, parce qu'ils vieillissent tous différemment, et bien pour pouvoir bien prendre en charge un patient âgé, on va l'évaluer de manière globale, et ça se fait à plusieurs. Donc cet EGS, bien entendu, il permet d'identifier les personnes fragiles, mais également les gens qui sont robustes, les gens qui sont dépendants. Chez les fragiles, et même d'ailleurs pas que chez les fragiles, grâce à l'EGS, on va pouvoir identifier les points de l'état de santé d'une personne qui ne vont pas bien, et donc prendre en charge ces incapacités déjà existantes, mais également mettre en place des mesures préventives. Voilà. Donc notamment quand on fait le point sur un patient qui est âgé, qui a des troubles cognitifs par exemple, et puis en faisant le point au niveau social, on s'aperçoit que son épouse qui s'occupe de ce malade qui a une maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années, elle commence à être fatiguée, ça commence à être difficile pour elle de s'occuper
de son mari. Et bien donc là, de manière précise, ça c'est quelque chose qu'on aura cherché avec l'évaluation gérontologique, en faisant le point sur le côté social, l'épouse qui s'occupe du mari, eh bien on va pouvoir discuter de augmenter les aides à la maison, peut-être discuter à moyen terme ou long terme une entrée en EHPAD. Et en faisant toutes ces démarches en prévention, eh bien, ça permet de mieux prendre en charge le patient et d'éviter d'avoir des catastrophes avec une épouse qui est tellement épuisée qu'elle devient malade, et le malade, le patient qui a sa maladie d'Alzheimer, il reste tout seul chez lui et il arrive aux urgences pour impossibilité de maintien à domicile et rien n'a été fait. Voilà. Donc l'idée de bien faire cette EGS, c'est ça. Et cette idée, elle vient euh, du docteur Rubinstein, un Américain, encore. Les Américains sont très très forts en médecine, et notamment en médecine gériatrique. Donc le docteur Rubinstein a publié dans le New England Journal Medical, qui est quand même une des plus grandes revues scientifiques mondiales, en 1984, il a dit, bon, si vous voulez, en 1984, la gériatrie n'existait pas. Hein, les hôpitaux, il y avait des services de médecine et des services de chirurgie. Point barre, c'est tout. Donc dans les services de médecine, les services de médecine recevaient tout type de patients, des âgés, mais aussi des jeunes, bien entendu, et ils faisaient un petit peu tout à la fois. Donc le docteur Rubinstein a dit, pour tous les patients qui ont plus de 65 ans, on va les répartir en deux. La moitié des patients vont avoir la prise en charge habituelle, ils viennent pour une pneumopathie, ils vont dans le service de médecine, on les soigne pour la pneumopathie, et dès qu'ils peuvent sortir de l'hôpital, on les fait sortir de l'hôpital. Et l'autre moitié des patients a été admise dans une unité qu'il appelait les unités évaluation gérontologique, où eh bien, les patients ont soigné leur pneumopathie, mais en plus, on leur faisait une évaluation gérontologique standardisée, donc c'est-à-dire qu'on les évaluait de manière globale pour identifier les problèmes et les prévenir ou s'en occuper. Ces patients, et donc du coup, il a refait un point un an après. Et en fait, un an après, on s'est aperçu que les gens qui étaient âgés de plus de 65 ans, qui étaient passés dans les unités où ils avaient été évalués de manière globale, eh bien, ils avaient une réduction de la mortalité, une réduction du risque d'entrée en EHPAD, en institution. Ils avaient moins d'hospitalisation, elles étaient également plus courtes, ils étaient plus autonomes et ça avait coûté moins cher à la société. Cette étude a été le fondement de la gériatrie moderne. C'est ça qui a fait que la gériatrie a commencé à exister en tant que discipline médicale à part entière. Et c'est ce métier que l'on fait tous les jours, c'est ce genre de choses que l'on fait tous les jours en gériatrie. Donc comme je vous le disais, quand on évalue de manière globale un patient, on va utiliser des échelles. On va l'évaluer de manière globale, différents domaines, et on va utiliser des échelles. Donc, je vais vous parler, vous présenter globalement et un petit peu rapidement plusieurs échelles. Elles ne sont pas exhaustives. Il y a d'autres échelles qui existent. Je vous présente là les échelles qui me semblent être les plus importantes. Et ce sont également des échelles qui sont utilisées de manière courante au CHU de Toulouse, mais il peut bien sûr en exister d'autres. L'essentiel dans ce cas de figure, c'est d'utiliser des échelles que l'on connaît, que l'on maîtrise, et c'est d'évaluer les gens. Hein. C'est-à-dire que si pour la dépression, vous n'utilisez pas l'échelle GDS ou mini GDS, j'y reviendrai après, mais moi ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est d'avoir évalué le patient d'un point de vue clinique. Donc quand on évalue un patient de manière globale, on évalue toujours le côté fonctionnel, l'autonomie et les performances physiques, le côté cognitif, parce que plus on avance en âge, plus on est à risque d'avoir des troubles cognitifs. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est vieux, on aura forcément des troubles de la mémoire. Ça, c'est faux. Quand on est vieux et qu'on n'a pas de pathologie cérébrale, on n'a pas de troubles de la mémoire. On a éventuellement un petit peu
de troubles de l'attention, mais on est capable de se débrouiller tout seul et d'apprendre et de continuer à utiliser son iPad si on savait déjà l'utiliser. J'y reviendrai après. Le côté nutritionnel, comme je vous disais, si on ne met pas d'essence dans le moteur, la voiture n'avance pas. Donc, pour les patients âgés, on doit toujours évaluer leur état nutritionnel. La dépression, j'y reviendrai après, et donc Donc le statut fonctionnel, c'est très très important. L'échelle qu'on utilise le plus, c'est l'échelle ADL, qui veut dire Activities of Daily Living. Donc si on a un ADL à 6 sur 6, c'est qu'on est autonome pour les activités de base de la vie quotidienne. Ça, c'est une échelle vraiment qu'on utilise tous les jours dans les services. Si on a 0 sur 6, c'est qu'on est grabataire. Donc, l'ADL, c'est quoi? C'est être capable de faire sa toilette tout seul, être capable de s'habiller tout seul, être capable d'aller aux toilettes tout seul, être capable de marcher et faire ses transferts, être continent, et être capable de s'alimenter seul ou pas. Donc si on a 1, c'est qu'on est capable de faire tout seul, si on a 0, c'est qu'on n'est pas capable. Cette échelle est extrêmement importante, on l'utilise dans les services, notamment quand vous recevez, si vous voulez, elle est hyper importante parce que ça permet de bien, rapidement connaître le niveau d'autonomie du patient, ça donne un petit peu une idée de qui il est. Dans un service de médecine, vous recevez un patient de 85 ans pour une pneumopathie, eh bien, il est extrêmement important de savoir quel était son ADL de base. Parce que eh bien, si on avait un patient qui avait un ADL à 6 sur 6 avant au domicile, c'est-à-dire l'ADL de base, c'est l'ADL 15 jours avant l'entrée en hospitalisation. Donc si son ADL de base 15 jours avant l'entrée dans le service était à 6 sur 6, on fait l'ADL quand le patient arrive. Et bien, si on voit que le patient qui rentre, qui a d'habitude totalement autonome, là il a un ADL à 2 sur 6, et bien, pour vous, en tant que soignant, ça va vous faire dire qu'il va falloir travailler un certain nombre de points avec lui. C'est-à-dire que si le patient avant il était continent, et bien votre travail en tant que infirmière, infirmier, ça va être d'essayer de le faire, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, continent, essayer de lui faire travailler sa continence, le stimuler à aller aux toilettes, proposer une chaise percée, ce genre de choses. De la même façon, c'est très important de savoir comment était le patient avant, parce que le patient, s'il arrivait qu'avant il marchait tout seul, il avait un ADL à 6 sur 6, il marchait seul, et puis maintenant il a un ADL à 4 sur 6, il ne marche plus, et bien dès le début, si vous identifiez que le patient il marchait avant et il ne marche plus maintenant, ça va vous dire qu'il faut essayer de le stimuler à marcher, et ça va aussi avoir une incidence extrêmement importante sur la suite de la prise en charge. Parce qu'en fonction de la situation, peut-être que la personne, à l'issue de la prise en charge de l'infection pulmonaire, s'il ne marche toujours pas, le patient peut-être ne pourra pas rentrer à la maison. Et donc il faudra peut-être qu'il aille en SSR. Et donc ça c'est très important de l'identifier dès le début, parce que ça permet d'anticiper, dès le moment où le patient entre, on anticipe la sortie. Et également, au moment où le patient y entre, on identifie les problèmes qu'il peut avoir pour que dès le début de l'hospitalisation, on puisse travailler avec lui pour l'aider à récupérer son autonomie. De la même façon, si on a un patient qui rentre, le jour où il rentre, il a un ADL à 1 sur 6, donc il est très dépendant, et que l'ADL de base c'était un ADL à 1 sur 6 aussi, eh bien, on sait que le patient, tel qu'il est là, il ressemble probablement beaucoup à ce qu'il est habituellement. Et donc, eh bien, si on s'aperçoit que le patient ne marche plus, depuis plusieurs mois, eh bien, on ne va pas essayer de lui faire récupérer la marche. Donc, cet ADL est vraiment un outil très important. Il est très important pour bien connaître ses patients. Dans les services de gériatrie, l'ADL est fait de manière hebdomadaire pour tous les patients. C'est-à-dire que le patient y rentre, on lui fait un ADL d'entrée. L'infirmière qui fait l'entrée doit essayer de faire avec la famille ou le patient, le cas échéant, l'ADL de base, c'est-à-dire à la maison. Et ensuite, toutes les semaines, l'équipe se réunit pour faire les ADL des patients. Ça nous permet, nous, en tant que médecin, de voir l'évolution. Et à l'équipe également, ça permet de voir si le patient s'améliore ou pas,
sur quel point on va pouvoir essayer de travailler pour aider le patient à s'améliorer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. L'autre échelle, qu'on utilise par contre beaucoup moins en pratique de tous les jours, mais qu'il faut connaître parce qu'elle nous rend service, c'est l'échelle IADL, Instrumental Activities of Daily Living. Cette échelle, en fait, c'est l'échelle, comme son nom l'indique, qui permet d'évaluer les activités instrumentales des patients. Cette échelle, en fait, nous, on s'en sert essentiellement pour identifier les patients qui ont des troubles cognitifs et le retentissement de ces troubles cognitifs. C'est-à-dire que si un patient a, pour faire le diagnostic notamment d'une maladie d'Alzheimer, eh bien, on va essayer de voir, la maladie d'Alzheimer sont des oublis, ça commence par des oublis, et pour dire que c'est une maladie, il faut que ça retentisse sur l'autonomie de la personne. Et en fait, généralement, quand la maladie débute, eh bien, au début, elle va retentir sur l'autonomie de la personne à faire les tâches les plus complexes, et donc notamment les tâches instrumentales. Donc l'échelle IADL évalue cela. Donc quand on essaye de savoir si un patient a une maladie d'Alzheimer, on regarde ces IADL. Et donc les IADL, c'est quoi? C'est utiliser le téléphone, être capable d'utiliser le téléphone, être capable de faire ses courses, être capable de préparer ses repas, être capable d'entretenir son domicile. Donc, je sais déjà ce que vous allez me dire, ou peut-être que vous n'y avez pas pensé parce que vous êtes jeune et moderne, mais il y a beaucoup de nos patients hommes qui ont certains points dans cette échelle qu'ils n'ont jamais fait. Donc, si vous voyez une échelle IADL cotée à par exemple 3 sur 5, ne soyez pas étonnés, parce que en fait, quand un patient ne fait pas quelque chose, c'est-à-dire quand moi je demande à un patient de 90 ans, le ménage à la maison, vous arrivez toujours à le faire? Et que le patient lui me dit non, et je vais dire bon ok, mais est-ce que vous l'avez déjà fait une fois? Ah ben non, c'est ma femme qui l'a toujours fait. D'accord? Donc là, si bien sûr l'IADL est abaissé, le patient il ne fait pas le ménage mais il l'a jamais fait, ben voilà, c'est pas le signe d'une maladie, c'est juste le signe que c'est un mec qui a 90 ans, que c'est pas un mec moderne. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir également. Hein. Est-ce que la personne a déjà fait le truc? Faire la lessive, no comment là-dessus non plus. Utiliser les moyens de transport, prendre ses médicaments et gérer son budget. Voilà. Là pareil aussi, il peut arriver dans l'autre sens que pour les femmes, gérer le budget, ce soit le mari qui l'ait toujours fait. Bon, bien entendu, c'est quand même beaucoup plus rare. Généralement, les femmes savent tout faire et les mecs, par contre, de 90 ans, il y a plein de choses qu'ils n'ont jamais faites. Mais c'est pas grave, la société évolue et dans le bon sens à ce sujet. Donc l'IADL, encore une fois, c'est l'échelle qui permet d'évaluer les activités instrumentales et ça nous sert surtout pour dépister des maladies de la mémoire débutantes. Parce que quand on a une maladie de la mémoire, eh bien cette maladie, elle va retentir sur la capacité à faire ces tâches les plus complexes. L'autre chose qui est importante, donc là on a évalué l'autonomie fonctionnelle. L'autre point qui est important, c'est d'évaluer la cognition. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit et je le redis, c'est très important, quand on avance, plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir des troubles cognitifs. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir, si on a 100 ans et que son cerveau n'est pas malade, on n'a pas de troubles de la mémoire. Il n'est pas normal d'avoir des troubles de la mémoire quand on avance en âge. La seule chose qui est normale, c'est d'avoir un petit peu plus de difficultés d'attention. Mais si, quand on avance en âge, on a des troubles de la mémoire, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être de multiples problèmes, c'est des centaines de raisons qui peuvent faire qu'on a des troubles de la mémoire quand on avance en âge, mais ce n'est pas normal. Donc, il faut bien, j'insiste là-dessus parce que c'est un message qui est extrêmement important. Si quelqu'un qui avance en âge a des troubles de la mémoire, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a
bien entendu beaucoup de raisons qui vont pouvoir être passagères ou qu'on ne pourra pas traiter, ou qu'on ne pourra pas guérir, mais c'est important de savoir pour pouvoir prévenir les choses. Et quand même, on espère peut-être un jour avoir un traitement pour la maladie d'Alzheimer, mais ça, le docteur Séché vous en parlera dans son cours. Donc, parce que quand on avance en âge, on a plein de raisons d'avoir des troubles de la mémoire. Ça peut être la dépression, ça peut être avoir fait un AVC, ça peut être une maladie d'Alzheimer, bien entendu, ça peut être la dénutrition sévère. Toutes ces pathologies peuvent donner des troubles de la mémoire, mais encore faut-il savoir ce qui se passe. Donc pour évaluer la mémoire, le test dont vous avez probablement déjà tous entendu parler, le test le plus connu, c'est le MMSE, le Mini Mental State Examination. Donc c'est un test qui est un test. Les mots sont importants. C'est un test de dépistage des troubles cognitifs. C'est-à-dire que si le MMSE est anormal, ça veut dire qu'on a probablement des troubles cognitifs. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on a une maladie d'Alzheimer, ça veut dire qu'on a probablement des troubles cognitifs. Et il faut aller plus loin pour pouvoir faire le diagnostic de quel type de maladie cognitive on a. C'est également le test de référence dans le suivi des malades d'Alzheimer. C'est-à-dire que quand on a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer à un patient, nous faisons régulièrement des MMS pour voir un petit peu comment ils évoluent. Donc j'insiste bien, ce n'est pas un test de diagnostic de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas c'est un test uniquement de dépistage des troubles cognitifs et par la suite de suivi des malades d'Alzheimer. Donc ce test évalue plusieurs fonctions cognitives, le MMS, donc c'est sur 30 points, 30 sur 30, c'est vous et moi, je l'espère. Peut-être que si vous avez beaucoup fait la fête la veille, vous n'aurez pas 30 sur 30. Et donc c'est important quand on fait un MMS de bien noter quand est-ce qu'on l'a fait et de ne pas le faire n'importe quand. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un MMS à un patient de 90 ans qui a passé la nuit aux urgences et qui est crevé, qui a une infection pulmonaire. Donc on fait le MMS le plus possible en conditions stables pour le patient. Voilà. Ce MMS est un test qu'on aime beaucoup parce qu'on le connaît bien, mais qui a des défauts, et notamment le défaut d'être très lié au niveau socio-culturel des patients. Vous allez le voir dans les questions. Ce test, il faut noter quand on le fait, on note également le métier qu'a fait la personne, ou en tout cas son niveau d'études, parce que vu qu'il y a beaucoup de choses, de questions qui sont liées, qui sont culturelles notamment, les patients peuvent être pris en défaut, mais pas forcément parce qu'ils sont malades. Donc d'abord on va évaluer l'orientation, donc on demande d'abord l'orientation temporelle. Est-ce que le patient sait en quelle année, quelle est la date complète du jour. Et s'il n'y arrive pas, on va l'aider en décomposant. Et après, on va également poser des questions sur le lieu où nous sommes quand nous faisons le test. Donc voilà, ça, l'orientation temporelle et spatiale. Ça permet, des fois vous avez un patient qui vous semble très très bien quand vous lui parlez, puis quand vous lui demandez en quelle année on est, il vous dit ah ben oui, en 1990. Et donc là, ça commence déjà à vous mettre la puce à l'oreille. L'autre chose, c'est qu'on va essayer d'évaluer la mémoire immédiate, la mémoire d'apprentissage. Donc on va dire 3 mots au patient, donc citron, clé, ballon, moi c'est mon préféré. Et on va lui demander de les répéter, en essayant de bien les retenir pour pouvoir les ressortir après. Donc donc ensuite, on va passer à l'épreuve du calcul mental. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile, et notamment pour moi, mais également pour les patients qui n'ont pas un très bon niveau culturel. Généralement, les instituteurs, les profs y arrivent très très bien. Et donc l'épreuve de calcul mental, c'est une épreuve d'attention, mais aussi de distraction, parce qu'on va distraire le patient pour pas qu'il arrête, pour pouvoir évaluer si après cette épreuve, il arrive à ressortir les 3 mots qu'il a appris avant. Et donc cette épreuve, c'est qu'il faut compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois. Voilà, c'est pas facile. Et donc pour évaluer ensuite si le patient a une mémoire à court terme qui fonctionne bien, cette mémoire à court terme, c'est celle qui ne fonctionne pas bien dans la maladie d'Alzheimer, et on va lui faire répéter les 3 mots, après l'avoir distrait grâce à l'épreuve du calcul. Ensuite, on va évaluer les capacités de langage, donc dénommer un crayon, dénommer une montre,
et répéter cette phrase qui n'a pas de sens. Souvent cette question est difficile parce que les patients n'entendent pas bien ce qu'on leur demande et donc c'est un petit peu compliqué. Mais ça fait partie, encore une fois, des défauts. Ensuite, on va demander au patient, on va évaluer ses capacités d'attention et ses capacités praxiques en lui demandant de prendre un papier avec la main droite, de le plier en deux et de le jeter par terre. Ensuite, on va voir si le patient arrive à lire une phrase, à exécuter un ordre absurde, c'est-à-dire qu'on lui demande, on lui fait lire le mot fermez les yeux, il faut que on dit au patient faites ce qui est écrit, donc il doit fermer les yeux. Enfin, on lui demande d'écrire une phrase, mais une phrase entière. Et la dernière épreuve, donc également une épreuve praxique, donc pour évaluer la capacité du patient à dessiner et à se représenter dans l'espace. On va lui faire dessiner cette figure ici. Ce qui est important, le plus important, ce qu'on évalue pour noter si le patient a juste ou faux, c'est ici, là, cette superposition des deux figures qui représentent un rectangle. Là, il faut que le patient arrive à bien faire ça. S'il arrive à bien faire ça, c'est bon, il a le point. Si par contre il a mal fait, que les bords ne se touchent pas, que ça ne se chevauche pas correctement, c'est 0. Voilà. Donc 30 sur 30, c'est tout à fait normal. On considère qu'un MSE est normal jusqu'à 24 sur 30, qu'en dessous de 24, il y a de probables troubles cognitifs. Et bien sûr, ça s'évalue en fonction du niveau socioculturel du patient. Un autre test qui est un test très simple, mais qui est très efficace pour dépister très tôt les troubles cognitifs, c'est le test de l'horloge. Ce test, si vous voulez, est déjà perturbé alors que les patients ont parfois encore le MMS à 38 sur 30. Donc en fait, il s'agit de faire dessiner une horloge au patient, donc c'est-à-dire on fait un rond avec un point au centre et on demande au patient de placer les chiffres sur le cadran de l'horloge, puis après de représenter la petite et la grande aiguille pour représenter 10h10. Et donc ça, c'est vraiment un test qui est très sensible, donc c'est-à-dire que même quand il y a des tout petits troubles cognitifs, s'il y a des troubles cognitifs qui sont là, même très légers, et bien ce test, les patients n'y arrivent pas. Voilà, c'est assez impressionnant. Hein. Et parfois, vous voyez des familles qui tombent des nues quand ils voient leurs proches ne pas arriver à dessiner une horloge. C'est assez impressionnant. Voilà, ça c'est un petit peu d'horloge complètement raté avec les chiffres qui ne sont pas placés comme il faut, les aiguilles qui ne sont pas représentées correctement. Voilà. Un autre test qui nous aide beaucoup à identifier notamment à identifier soit des troubles de la récupération de l'information, soit un trouble de la mémoire à court terme, la mémoire épisodique, celle qui est abîmée dans la maladie d'Alzheimer. Ce test, c'est le test des 5 mots de Dubois. En fait, on fait apprendre aux patients la liste de 5 mots qui est ici, musée, limonade, sauterelle, camion, passoire. Et ensuite, on leur fait également apprendre des indices pour pouvoir les retrouver. Donc les patients apprennent une première fois les mots, on les leur fait dire une première fois pour évaluer ce qu'on appelle le rappel immédiat, donc leur capacité d'attention. On évalue leur attention, c'est-à-dire la capacité à se rappeler immédiatement des mots qu'on leur a appris. Ensuite, généralement, on fait faire un test de l'horloge, parce que ça fait une épreuve de distraction. Et 5 minutes après, on fait ce qu'on appelle le rappel différé. Donc on demande aux patients de se rappeler des mots qu'ils ont appris. Et donc si le patient n'arrive pas à se rappeler des mots qu'il a appris, on lui donne les indices. Parce que l'indice va permettre, si l'information a bien été stockée dans le disque dur, dans le cerveau, l'indice va permettre à la personne d'aller chercher cette information et de nous la redonner. Si par contre l'information ne s'est pas stockée dans le disque dur, comme dans une maladie d'Alzheimer, eh bien, même si on donne l'indice, le patient ne va pas arriver à le retrouver. Et donc, typiquement, un malade d'Alzheimer, il n'a pas su redire le musée, on lui dit mais c'était quoi le bâtiment? Et le patient il va dire maison. Voilà. Donc c'est à ça que sert le test des 5 mots de Dubois, c'est à identifier le mécanisme de la perte de mémoire. Quand on a une dépression, qu'on est déprimé, on a des troubles de l'attention, ça donne des vrais troubles de la mémoire qui sont liés à des troubles de l'attention. Et là par contre, la personne qui est déprimée, elle, le musée, elle ne va pas pouvoir le sortir de manière spontanée. Par contre, si on lui dit, vous savez le bâtiment,
Ah oui, mais c'était le musée. Voilà, parce que le patient, il est déprimé, il n'est pas attentif, donc il n'arrive pas à aller chercher l'information dans le disque dur. Mais si on lui donne le chemin pour aller chercher l'information dans le disque dur, le patient va la retrouver. L'autre point qui est important, c'est d'évaluer le statut nutritionnel des patients. Si on ne met pas d'essence dans le moteur de la voiture ne va pas avancer. Donc pour évaluer le statut nutritionnel, on va utiliser les critères diagnostiques de dénutrition de la HAS. C'est pour ça que vos cadres infirmiers dans les services vous obligent et vous demandent de peser les patients à l'entrée et de rechercher une perte de poids récente, parce que le diagnostic de dénutrition est obligatoire chez les patients hospitalisés. Ça fait partie des critères de qualité, parce que c'est très très important, encore une fois, parce que si on ne met pas d'essence dans le moteur, la voiture n'avance pas. Donc ça, c'est une manière de diagnostiquer la dénutrition en recherchant une perte de poids. Donc pour la dénutrition sévère, c'est plus de 10% du poids en un mois ou 15% en 6 mois. Avoir un IMC inférieur à 18 et ou une albuminémie inférieure à 30. Donc à chaque fois, c'est et ou pour pouvoir faire le diagnostic. L'état nutritionnel des patients en leur posant des questions. Ce questionnaire en fait a été extrêmement utilisé et est toujours extrêmement utilisé dans la recherche médicale sur la dénutrition chez les sujets âgés. Donc c'est utilisé dans le monde entier par beaucoup d'équipes de chercheurs. Dans la vraie vie, en fait, on ne le fait pas tout le temps parce que c'est un petit peu long, même si parfois, quand on est en situation, si on n'a pas de diététicienne, ce genre de choses avec soi, et bien faire un petit MNA, c'est pas mal parce que ça permet de donner des informations sur la manière dont mange le patient. Vous allez comprendre pourquoi. Donc le MNA, c'est sur 30 points. Quand on est inférieur à 23,5, on est à risque de malnutrition. Quand on est inférieur à 17, on est malnutri. Et en fait, le MNA, on fait d'abord un score de dépistage, c'est-à-dire qu'on fait les 6 premières questions. Si le score est à plus de 12, il n'y a pas besoin, l'état nutritionnel du patient est normal. Et donc ces questions, c'est est-ce que le patient il a eu une perte d'appétit? Est-ce qu'il a eu une perte récente de poids dans les 3 derniers mois? Comment est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il est autonome ou pas? Est-ce qu'il sort de domicile ou pas? Est-ce qu'il a eu une maladie aiguë ou un stress psychologique? Est-ce qu'il a des problèmes neuropsychologiques, donc dépression ou démence sévère? Et quel est son IMC? En fait, en fonction de ça, c'est quand on a 0, chaque réponse est cotée entre 0 et 3, entre 0 et 2 ou 0 et 3. Et puis si on a plus de 12 points, c'est bon. Si on a moins de 11 points, on va passer à la suite. Et donc ça permet d'évaluer le patient un petit peu de manière globale. Et donc c'est est-ce qu'il vit de façon indépendante? Est-ce qu'il prend plus de 3 médicaments? Est-ce qu'il y a des escarres ou des plaies? On nous pose cette question bien sûr parce que les escarres ou les plaies peuvent être le reflet d'une dénutrition, mais également entraînent une augmentation des besoins énergétiques d'une personne. Quelqu'un qui a une plaie, pour guérir la plaie, il faut qu'elle mange plus que quelqu'un d'autre pour pouvoir reconstituer les tissus. Combien la personne prend-elle de véritables repas? En posant une question, vous serez très 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 étonné du nombre de patients âgés qui ne font pas de véritables repas le soir. C'est une catastrophe contre laquelle il faut lutter. Les patients qui disent oh ben oui, moi je suis vieux, donc je mange un peu moins. Le soir, ben oui, une tranche de jambon, un yaourt et puis je vais au lit. Ah non, mais c'est pas possible. Même quand on avance en âge, on doit avoir un poids stable. Et pour avoir un poids stable, globalement, on mange pareil que quand on est jeune, ou à peu près. Et donc, c'est très très important de faire 3 véritables repas par jour. Voilà, c'est très important. Un patient âgé ne doit pas perdre de poids. Si un patient âgé perd du poids, il perd du muscle. Et donc s'il perd du muscle, je l'ai dit tout à l'heure, il perd de la fonction et donc il va moins bien. Donc un patient âgé doit manger ce qu'il faut, mais en tout cas, il doit pas perdre de poids. Voilà. Donc ensuite, on regarde la consommation de produits laitiers, de légumineuses pour faire un petit peu l'équilibre nutritionnel. Est-ce qu'il mange des fruits et des légumes au moins 2 fois par jour et combien de verres de boisson est-ce qu'il consomme? Est-ce que le patient est capable de se nourrir tout seul ou pas? Parce que là c'est pareil, si on s'aperçoit qu'il a besoin d'aide pour pouvoir manger, et bien peut-être qu'en lui mettant en place une auxiliaire de vie à domicile qui viendra l'aider à manger, et bien ça ira mieux. Est-ce que le patient se considère bien nourri ou pas?
est-ce qu'il a l'impression qu'il est en meilleure santé ou moins bonne santé que les personnes de son âge. Et ensuite, on évalue la masse musculaire du patient en faisant la circonférence brachiale et la circonférence du mollet. Donc là, l'alimentation, c'est vraiment un point qui est important, sur lequel voilà, j'insiste énormément parce que c'est un grand point de vigilance qu'on doit avoir vis-à-vis de nos aînés. Un patient âgé ne doit pas perdre de poids. S'il perd du poids, il perd du muscle. S'il perd du muscle, il perd de l'autonomie et il ne va pas bien. Ce que je dis également aux patients, c'est que plus ils avancent en âge et plus leur état nutritionnel devient compliqué et difficile, plus ils doivent se faire plaisir. Si vous venez me voir, vous m'entendrez régulièrement dire à mes patients, même s'ils ont du cholestérol, qu'ils ont le droit de manger du foie gras 3 fois par jour si ça leur fait plaisir. Parce que quand les patients sont dénutris, ce qui va les tuer, c'est leur dénutrition, c'est pas l'hypercholestérolémie. Donc les patients ils doivent se faire plaisir. Je trouve aussi c'est quelque chose d'important de dire cela parce que à nos patients qui sont âgés, souvent tristes d'être âgés, d'être malades, leur montrer qu'ils doivent prendre du plaisir et leur avoir un discours un petit peu positif, eh bien, centré sur le plaisir, c'est quelque chose qui permet de leur faire du bien. L'autre point va être la thymie, le moral. On évalue toujours l'état thymique de nos patients âgés parce que plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir un épisode dépressif. Chez les sujets âgés, les épisodes dépressifs sont souvent plus graves que chez les sujets jeunes. En effet, la population âgée dépressive se suicide plus que les jeunes. C'est-à-dire qu'il les jeunes font plus de tentatives de suicide et les patients âgés, eux, se suicident réellement plus que les jeunes en proportion. Donc la maladie dépressive est très importante par sa gravité, par sa fréquence. Beaucoup de patients âgés, la proportion de patients âgés qui sont dépressifs est importante. Ça retentit sur leur qualité de vie, sur leur capacité d'attention. Je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le fait qu'ils ont des troubles de l'attention qui font qu'ils retiennent moins bien les choses. Ça augmente leur risque de chute. L'autre point qui est important est que, contrairement au sujet jeune, les personnes âgées ne vont pas forcément dire qu'elles sont tristes. Vous et moi, si on a une maladie dépressive, qu'on est très triste, on va le dire, on aura tendance à facilement le dire, à se plaindre, à dire qu'on est triste, que ça ne va pas. Alors que les patients âgés, ils ont une forme de réserve, également de résignation. Ils se sentent, vu que déjà ils se sentent vieux et qu'ils se sentent parfois inutiles, ils auront tendance à avoir honte de dire qu'ils sont en plus déprimés. Donc, ça veut dire que on doit chercher de manière active la dépression chez les patients âgés. Et donc pour ça, on peut utiliser une échelle qui est une échelle traduite de l'anglais, donc qui n'est pas toujours facile, mais qui s'appelle la Mini Geriatric Depression Scale. Et donc on pose 4 questions. Est-ce que vous vous sentez découragé et triste? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie est vide? Est-ce que vous êtes heureux la plupart du temps? Et est-ce que vous avez l'impression que votre situation est désespérée? Donc vous avez compris que si on répond oui à une question, à une de ces questions, on a un point, et donc ça veut dire qu'il faut adresser le patient à son médecin pour faire un diagnostic de dépression un peu plus précis. Pardon, je crois que je change régulièrement de diapositive avant d'avoir terminé ma phrase. Je vous prie de m'excuser, mais c'est la première fois que je m'enregistre et je ne suis pas encore habitué. Je vais essayer de faire mieux pour la fin des diapos. Donc l'autre point que l'on évalue, je vous l'ai dit, ce sont les performances physiques. Je vous en ai déjà parlé. On a parlé de la vitesse de marche qui prédit la survenue d'événements péjoratifs à l'avenir. On utilise également d'autres tests. Le Short Physical Performance Battery, le SPPB, est un test que l'on utilise beaucoup dans la recherche médicale parce qu'il a bien montré, on a bien montré la corrélation entre le score au SPPB et l'espérance de vie des patients âgés à un âge donné.
Donc le SPPB, en fait, c'est l'association de 3 tests. La vitesse de marche sur 4 mètres, que vous connaissez maintenant. Le temps pour faire 5 levées de chaise. Donc le patient est assis, bras croisés sur le torse, et on lui demande de se lever 5 fois. Également un test d'équilibre. Donc il faut qu'il arrive à tenir 5 secondes les deux pieds joints, puis en semi-tandem, puis en tandem, comme ça. Et en fonction de ça, on a un score. Donc, entre 0 et 6, on a une altération sévère des capacités fonctionnelles. Entre 10 et 12, c'est que les capacités fonctionnelles sont normales. Et donc, on a bien montré que chez les patients âgés, à un âge donné, eh bien, ceux qui avaient des scores plutôt bas, eh bien, avaient une espérance de vie qui était beaucoup plus courte que ceux qui avaient des scores les plus hauts. Donc ce test a été très utilisé. Vous comprendrez après pourquoi je vous en ai reparlé. L'autre chose que l'on évalue, je vous l'ai dit aussi, c'est le côté social. Il est très important de savoir comment vit notre patient. On n'aura pas la même prise en charge pour un patient qui vit seul à domicile, qui n'a pas d'enfant, que pour un patient qui est avec son épouse, qui est en forme et qui a 3 enfants qui habitent dans le même village, qui peuvent passer tous les jours. On ne les prendra pas en charge de la même façon, on ne réfléchira pas de la même façon. Bien sûr, l'état du domicile, savoir comment il est. Est-ce qu'il habite à la campagne, en ville, dans un appartement, est-ce qu'il y a des étages, est-ce qu'il y a l'ascenseur ou pas, est-ce qu'il y a déjà des aides en place ou pas. Parce que ça donnera une idée sur les marges de manœuvre qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que le patient il n'arrive plus à rester à la maison alors qu'il a déjà plein d'aides? Là, ça va être compliqué d'envisager un retour à domicile. Si avec beaucoup d'aide, il n'arrive pas à se maintenir à domicile. Si au contraire, on a un patient qui vient pour un maintien à domicile difficile, mais qui a 0 aide en place à la maison, et qu'on nous dit qu'il faut le placer, non, mais peut-être on va dire écoutez, il n'y avait pas d'aide en place jusqu'à présent, on va mettre en place des aides, et puis on va voir ensuite ce que ça donne. À Toulouse, on a développé maintenant dans le cadre de la prévention de la fragilité, et en tout cas dans la prise en charge de la fragilité, ce qu'on appelle des ateliers multidomaines, parce que dans la littérature scientifique, c'est ça qui a montré son efficacité. Donc c'est des ateliers où en fait on associe activité physique en groupe, et donc là, la photo que vous voyez en bas, cette photo est prise à la Grave, avec des patientes qui viennent faire un cours de step avec une de mes collègues professeurs d'activité physique adaptée, et ça marche. Et on associe ça généralement à des informations sur la nutrition, sur une nutrition adaptée, et également des ateliers de stimulation cognitive. Et en fait, on sait que ce sont la nutrition, la cognition et l'activité physique sont les 3 grands piliers du vieillissement réussi. Et donc en faisant ces ateliers multidomaines, on aide à la prévention de l'entrée dans la dépendance. Et donc ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc pour retenir, l'évaluation gérontologique, ça identifie tous les troubles qui peuvent affecter la santé des sujets âgés. C'est efficace chez les sujets âgés fragiles, et on sait que ça améliore globalement tous les événements indésirables, les événements péjoratifs qui pourraient arriver à une personne âgée. Depuis le début, là, je vous parle d'activité physique. Je vous dis que l'activité physique, c'est extrêmement important pour les patients âgés. Avoir une activité physique régulière, c'est important. Et donc l'activité physique, c'est quoi? L'activité physique, c'est bouger son corps. Donc l'activité physique, ça n'est pas forcément aller à la salle de sport. Si vous parlez d'activité physique, que vous dites à vos patients qu'il faut faire de l'activité physique tous les jours et que vous leur dites qu'il faut aller à la salle de sport, ils n'iront jamais, vous en doutez, sauf ceux qui aiment la salle de sport. Et l'activité physique, c'est aussi jardiner, faire son ménage, bricoler, jouer aux boules, la danse, et bien sûr l'activité physique reine, la plus facile, la moins chère, et une qui est également extrêmement efficace, c'est la marche. La marche, ça reste quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Et donc surtout quand on conseille aux patients de faire de l'activité physique, on essaye de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité physique avant, et on essaye de leur donner des objectifs réalisables, atteignables par eux. Si le patient il passe sa journée devant la télé et qu'il marche juste 3 mètres pour aller à la boulangerie à côté, si vous lui demandez de marcher 30 minutes par jour, le patient il va essayer la première fois, il va être crevé, puis après il va vous dire qu'il n'y arrive pas.
Donc on essaye de proposer les choses de manière pro. Donc il y a de nouvelles recommandations pour l'activité physique. Donc là, je vous parle des recommandations et de ce qui est, comment dire, la prise en charge rêvée. Les gens qui aiment l'activité physique le feront avec grand plaisir, mais ceux qui n'ont jamais fait d'activité physique, comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à leur faire ça parce qu'ils n'y arriveront jamais. Donc à l'heure actuelle, les recommandations pour les sujets âgés, pour qu'ils vieillissent en bonne santé, c'est de faire des activités physiques d'endurance 5 jours sur 7. Donc en gros, c'est marcher 5 jours sur 7. Et les 2 autres jours, c'est faire des activités physiques de renforcement musculaire, de souplesse et d'équilibre. Donc en gros, le combo gagnant du sujet âgé en 2022, c'est marcher tous les jours et faire du yoga 2 fois, ou du tai chi 2 fois par semaine. Voilà le combo gagnant pour essayer de vieillir en bonne santé. Donc vous vous doutez bien que ça marchera avec certaines personnes, mais clairement pas avec l'ensemble de la population âgée. Donc par rapport à la fragilité, c'est vraiment un concept qui est réel, hein. Nous, depuis 2011, on a un hôpital de jour qui est dédié à la prise en charge de la fragilité. Donc c'est maintenant à l'hôpital Lagrave. Donc les patients sont dépistés fragiles par leur médecin traitant. Ils sont envoyés à l'hôpital de jour où des collègues font une évaluation gérontologique standardisée et proposent un plan de soins et de prévention de la dépendance aux patients et aux médecins traitants. Où on joue un petit peu, surtout l'activité physique, le côté social. Si les gens sont isolés, on leur propose des manières de ne plus être isolés. On regarde les médicaments, on regarde tout comme je vous l'ai expliqué depuis le début. C'est très important parce que ce sont ces interventions-là qui vont permettre aux patients de rester robustes. L'évaluation standardisée, c'est aussi votre métier, vous savez, est en train de changer. Vous avez de grandes compétences vous avez de grandes compétences qu'on va pouvoir de plus en plus mettre en valeur. Et donc, ça, vous voyez, sur le Gérontopole, nous avons des infirmières de pratique avancée, et pas que, même des infirmières normales, parce que IPA, ça n'existait pas il y a quelques années, et pourtant on le faisait déjà. Et en fait, vous voyez, nous avons des protocoles qui permettent à des infirmières d'aller faire des évaluations gériatriques minimales en cabinet de médecine générale ou au domicile des patients. Donc les infirmières sont formées à faire ces EGS et elles donnent souvent immédiatement un certain nombre de conseils aux patients et ensuite elles refont le point avec un médecin gériatre pour faire un courrier formalisé qui sera notamment adressé au médecin traitant s'il y a des interventions à proposer aux médecins traitants. Et le courrier mentionne également les propositions qui ont été faites aux patients par l'infirmière directement. Donc ça, c'est une nouvelle manière pour vous de travailler et pour pouvoir utiliser vos compétences. Une autre manière de faire de l'OGS, de faire de l'évaluation gérontologique standardisée, c'est l'équipe mobile de gériatrie, comme je vous le disais tout à l'heure. Un médecin, une infirmière se déplacent au lit du patient dans un service qui n'est pas un service de gériatrie pour aider les collègues non gériatres à évaluer le patient de la manière la plus précise possible pour pouvoir lui proposer soit le meilleur soin en pré-thérapeutique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le cas en cardiologie où on va voir les patients dans le cadre des bilans pré-chirurgicaux. C'est bien sûr en oncologie également. On peut également aider dans le contexte de décisions éthiques. On a beaucoup de décisions éthiques là avec le Covid. On a rencontré beaucoup de nos collègues réanimateurs pour évaluer des patients et pour voir si soit les patients pouvaient aller en réanimation, pouvaient bénéficier de la réanimation ou au contraire des patients qui étaient déjà en réanimation et où nos collègues avaient des difficultés avec eux, et on les a aidés à évaluer les patients pour pouvoir mieux les prendre en charge. Donc ça, c'est quelque chose en équipe mobile qu'on fait avec une infirmière formée et le médecin, et ensemble on fait l'évaluation gérontologique du patient et on discute avec nos collègues pour les aider. Donc ça, c'est une autre forme d'évaluation gérontologique. L'autre point, on en arrive à la fin, on en arrive bientôt à la fin de ce cours, c'est que donc tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, l'évaluation gérontologique,
vous ai parlé de l'évaluation gérontologique, c'est quelque chose qui reste la base de notre métier. Évaluer les patients pour savoir quelles sont leurs réserves fonctionnelles, ça reste la base. Et donc, dans ce contexte, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a publié des recommandations pour vieillir en bonne santé. Et donc pour ça, il faut bien sûr développer et maintenir les attitudes fonctionnelles qui favorisent le bien-être. Parce que vieillir en bonne santé, c'est être capable de continuer à faire ce que l'on veut et ce qui est important pour soi. Donc dans ce contexte, l'OMS a créé le concept de ce qu'on appelle de capacité intrinsèque. Je vous parle de ça parce qu'à Toulouse, le Gérontopole est un partenaire majeur de l'OMS dans le cadre de la promotion du bien vieillir, et donc nous faisons partie des sites pilotes du site. Nous sommes le site pilote en France pour mettre en place ce nouveau programme. Donc l'OMS a défini ce qu'étaient les capacités intrinsèques. Les capacités intrinsèques, c'est l'ensemble des capacités physiques et mentales d'un individu. Et ces capacités intrinsèques, eh bien, participent aux aptitudes fonctionnelles du patient, c'est-à-dire que l'aptitude fonctionnelle, c'est l'autonomie du patient qui est déterminée par les interactions entre ses capacités intrinsèques, donc ses réserves, et son environnement. Voilà. Notre travail, c'est d'essayer de faire que les capacités intrinsèques d'un patient soient les meilleures possibles. Vous remarquez que les 5 domaines de la capacité intrinsèque sont les domaines que l'on a déjà, dont je vous ai déjà parlé dans l'évaluation gérontologique standardisée. En fait, quand on parle de capacité intrinsèque, ce sont de nouveaux mots que l'on utilise pour parler toujours de la même chose, c'est-à-dire que quand on s'occupe d'un patient âgé, on doit l'évaluer de manière globale pour pouvoir lui proposer un plan de soins adapté. Mais si je vous dis ça, c'est parce que c'est important, hein, c'est parce que quand on avance en âge, comme je vous l'ai dit, si petit à petit on diminue nos capacités intrinsèques vont avoir tendance à diminuer, et bien sûr ça va entraîner une diminution de nos capacités fonctionnelles et nous entraîner vers la dépendance. Donc notre travail, c'est d'essayer de faire que les patients soient les plus autonomes possibles. On sait que ce qui influence la santé des personnes âgées, c'est leur comportement en santé, hein, c'est-à-dire il y a ceux qui veulent jamais faire d'activité physique, fumer, boire, et voilà, ceux-là forcément ils seront en moins bonne santé que les autres. Il y a aussi les changements liés à l'âge, les maladies, le logement. Est-ce qu'il y a des aides techniques appropriées? Est-ce que les transports sont facilement accessibles quand on est vieux et qu'on marche un peu moins bien? Est-ce qu'il y a des structures sociales qui permettent de vivre en communauté facilement? Toutes ces choses participent à la santé des personnes âgées, de même que la génétique, même si on sait que la génétique compte pour moins de 20% dans le fait de bien vieillir pour un patient âgé. L'ensemble de ces choses vont influencer la santé des patients âgés et leur permettre de bien vieillir. Comme je l'ai dit, la génétique, c'est pas beau. L'autre chose qui est importante, c'est l'environnement, mais ça ne nous concerne pas en tant que soignant, en tout cas, ça ne nous concerne pas directement. Mais c'est quand même, on sait bien que l'environnement va permettre à des patients qui ont une diminution de leur capacité intrinsèque de mieux vieillir. S'ils ont le métro juste en bas de chez eux, eh bien ce sera plus facile que s'ils doivent prendre la voiture et qu'ils n'arrivent plus à conduire. Les patients vont rester autour. Par rapport, pour aider les patients à pouvoir garder leur capacité intrinsèque les meilleures possibles, on va essayer, et c'est ça la grande nouveauté que nous propose l'OMS, de monitorer, c'est-à-dire de regarder de manière régulière, d'évaluer de manière régulière les capacités intrinsèques des patients. C'est le programme que l'on appelle ICOP. ICOP pour les Français. Mais non, on va plus dire ICOP. Donc ce programme, en fait, c'est tout simplement de faire que on fasse des mini-évaluations gérontologiques standardisées tous les 4 mois à des patients âgés de plus de 65 ans. Donc on leur fait des mini-EGS grâce à l'évaluation ICOP. Et
Si il y a un paramètre qui commence à ne pas bien fonctionner, et bien immédiatement, ça va faire une alerte au médecin, à l'infirmière, pour dire ah attention, là le patient il avait de bonnes performances physiques à la fois d'avant, là elles sont moins bonnes, et ça va obliger les gens à se poser des questions sur le pourquoi ça va moins bien. Parce qu'une des choses contre laquelle on doit lutter, c'est de dire que c'est parce qu'on est vieux qu'on marche moins bien, c'est parce qu'on est vieux qu'on a moins de performances cognitives. C'est pas vrai. Si on marche moins bien, c'est peut-être parce qu'on a une insuffisance cardiaque débutante. Si on marche moins bien, c'est peut-être parce qu'on a une arthrose débutante. Et donc, si on dit ah ben il marche moins bien, c'est normal, il est vieux, eh bien on ne fait rien et le patient, on arrive à découvrir qu'il est insuffisant cardiaque quand c'est trop tard et qu'on ne peut plus rien faire. Alors que ça se trouve, si on a pris la maladie dès le début, le patient aura une meilleure trajectoire de vie. Et donc l'idée d'ICOP, c'est ça, c'est de faire un petit peu comme avec le carnet de santé des enfants, c'est qu'on monitore, on fait des mini-EGS, on monitore les capacités intrinsèques des patients âgés de manière régulière via une application. Il y a une application qui s'appelle ICOP Monitor qui est disponible sur toutes les plateformes. Et cette application va permettre soit à une infirmière ou à un postier, à des gens qui ont été formés, de faire passer ces mini-EGS aux patients. Soit les patients eux-mêmes vont pouvoir le faire, ceux qui en sont capables. Voilà. Donc je vous encourage à télécharger ICOP Monitor et à le faire passer à vos grands-parents de manière régulière. Donc cette application ICOP Monitor va faire une première évaluation qui s'appelle Step 1 et en fait ce n'est rien d'autre qu'une mini EGS avec des échelles un petit peu différentes. Ces échelles en fait ont été choisies, ce ne sont pas les échelles qu'on utilise à Toulouse notamment de manière quotidienne. On a choisi ces échelles ont été choisies pour être utilisables dans le monde entier, aussi bien en Sibérie que au fin fond du Sénégal. Donc pour pouvoir évaluer les performances physiques, eh bien, on fait le test des 5 levées de chaise. Voilà. Pour pouvoir évaluer la nutrition, on pose juste 2 questions. Pour évaluer les capacités sensorielles, on demande juste il y a un petit test avec l'appli là pour voir si on y voit bien. Et on demande au patient s'il a des maladies ophtalmologiques. Pour les capacités cognitives, on pose quelques petites questions du MMS. Pour la dépression, voilà, c'est pareil, on pose des questions. Donc, vous voyez, l'évaluation gérontologique, on l'utilise tous les jours aux frais des patients âgés et ça nous permet quelle que soit sa forme, vraiment d'avoir une bonne idée des patients. Et à l'heure actuelle, vraiment, la prise en charge des patients âgés est en train d'évoluer vers plus de prévention pour aider les gens à vivre le mieux possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Juste pour terminer et pour pouvoir avoir une petite note humoristique pour la fin, quoique elle n'est pas que humoristique cette note, voici un document canadien qui est le guide du vieillissement réussi. Donc comment faire pour pouvoir bien vieillir. Et ça commence déjà avant la naissance. Donc ça commence par le fait d'avoir des parents qui vivent vieux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la génétique n'est que moins de 20% du fait qu'on vieillisse bien. Il faut avoir bien sûr une maman qui se fait suivre régulièrement pendant la grossesse et une maman qui ne boit pas et qui ne fume pas. Parce que sinon, déjà, vous aurez du retard pondéral à la naissance. Et avoir une maman qui s'alimente correctement. Parce que sa mauvaise alimentation, malheureusement, aura un retentissement sur le bébé. Entre 0 et 20 ans, pour pouvoir bien vieillir, il faut faire de l'activité physique. Bien manger, ne pas avoir de carence, mais ne pas être obèse. Bien sûr, bien mettre sa ceinture de sécurité, parce que entre 0 et 20 ans, le taux de décès par accident de la route est extrêmement élevé. Ne pas boire et ne pas fumer, ne pas être toxicomane, c'est important pour ne pas mourir tôt. Et également être vacciné. Tiens, sans blague, être vacciné. Ce guide à 10 ans. Voilà. Jusqu'à 75 ans, et c'est là que c'est intéressant, il faut avoir une activité physique régulière et éviter le surpoids. Vous avez vu, on ne dit pas ne pas être obèse. Pourquoi? Parce que entre 20 et 75 ans, si on est obèse, globalement, le risque d'être obèse, une fois qu'on l'a, c'est souvent malheureusement
on reste obèse. Donc là, ce qu'on dit, c'est juste éviter le surpoids, avoir de bons apports en vitamine D, toujours porter sa ceinture de sécurité, c'est quand même important, et avoir un très bon suivi médical, et notamment pour toutes les maladies qu'on peut rechercher tôt, comme le cancer du sein, le cancer du côlon, les facteurs de risque vasculaire, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Un suivi gynécologique pour mesdames. Ne pas prendre trop de médicaments, se faire vacciner, tiens donc toujours. Maintenir une activité mentale et sociale et ne pas fumer et ne pas boire. Après 75 ans, et c'est là que ça devient drôle, et que c'est ça qui est important, c'est toujours avoir l'activité physique régulière, mais également ne pas perdre de poids. Vous avez vu, on a changé, on en vient à ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas perdre de poids. Si on perd du poids, on perd du muscle. Si on perd du muscle, on va pas bien. Avoir de bons apports en calcium et vitamine D. La ceinture de sécurité toujours. Pour le suivi médical, vous avez vu, beaucoup plus simple. On suit essentiellement l'hypertension et le suivi gynéco pour les dames. Ne pas prendre trop de médicaments toujours. Éviter les chutes et aménager son domicile. Avoir des portes larges, enlever les tapis, ne pas avoir des marches partout, c'est important. Se faire vacciner, toujours. Tiens donc. Maintenir l'activité mentale et sociale, c'est la base, c'est probablement ce qui est un des plus grands facteurs d'une bonne qualité de vie pour les gens âgés, d'avoir une activité sociale importante. Et on sait à quel point ces derniers temps, les patients ont été mis à rude épreuve, les personnes ont été mises à rude épreuve de ce point de vue-là. Le point le plus drôle, donc, c'est bien sûr ne pas fumer et ne pas boire trop. Voilà, on change de paradigme après 75 ans. Et surtout, c'est de dire aux patients qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est pas parce qu'on avance en âge qu'on est vieux, ou en tout cas on est vieux, mais on peut continuer à faire tout ce qui nous plaît. Et il faut essayer de continuer à faire tout ce qui nous plaît, ne pas se mettre de barrières psychologiques, c'est important. Voilà, écoutez, j'espère avoir pu vous aider à comprendre l'intérêt de l'évaluation gérontologique standardisée, le fait que les patients qui avancent en âge, eh bien, l'âge ne les définit pas, il faut pouvoir les évaluer de manière globale, parce qu'en les évaluant de manière globale, on va pouvoir leur proposer une prise en charge, mais également des actions de prévention qui seront adaptées à eux et qui vont permettre d'avoir la meilleure trajectoire de santé possible. Donc je vous remercie pour votre attention et bon courage. Au revoir.